À la une ce soir, la Martinique placée en vigilance orange cyclonique à l'approche de l'ouragan Maria, un ouragan de catégorie 1 avec des vents violents et de fortes pluies et orages attendus dans la nuit de lundi à mardi. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Le respect des règles de sécurité à Grand'Anse indispensable pour une bonne cohabitation entre plaisanciers et baigneurs. La mort d'un plongeur blessé par un bateau reste dans les mémoires une semaine après le drame. Notre rendez-vous sénatorial à une semaine de l'échéance, nous recevrons Georges Cléon, candidat soutenu par le MIM, portrait et entretien dans le cours de ce journal. Et puis la distillerie JM, l'un des nombreux lieux ouverts à la visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. C'était ce week-end, nous avons suivi une famille dans les allées de l'usine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Tout de suite, ces images de la houle filmée ce matin à Sainte-Marie. La côte atlantique attend de fortes vagues avec des creux supérieurs à 5 mètres en raison de l'arrivée de l'ouragan Maria, un ouragan de catégorie 1 qui est ce soir à moins de 500 km des Petites Antilles. Il devrait toucher l'arc antillais dans la nuit de lundi à mardi. On retrouvera dans quelques instants les précisions de Christian Massip de Météo France. Mais d'abord, cette information qui vient de tomber. La préfecture a annoncé demain la fermeture des écoles, des établissements scolaires, des universités, des collèges en raison de l'arrivée de cette tempête. Dans l'actualité sociale, cette grève des agents du cinéma Madiana, lancée par le syndicat CGTM-FSM. Ce matin, l'accès au complexe a été perturbé par une vingtaine de salariés. À l'origine du mouvement, un désaccord avec la direction sur les négociations annuelles obligatoires. Écoutez les représentants des deux partis, direction et syndicats, interrogés par Carrie Chassol. On est mobilisé sur le site parce qu'en fait, au niveau de la direction, on a un peu de mal à poursuivre les réunions d'une plateforme d'NAO qui a été déposée depuis juin 2016. Aujourd'hui, il y a 2 points qui bloquent, c'est l'augmentation de la valeur du point ainsi que le travail du dimanche. C'est les 2 éléments essentiels de la plateforme aujourd'hui qui fait que les choses n'avancent pas. Sans côté qu'à côté de ça, il y a d'autres points aussi qu'on a eu l'occasion d'interpeller au niveau de la direction dans le passé, sous des accords de 2010 qui aujourd'hui n'est toujours pas applicable, sur des problèmes de sécurité au niveau du site vis-à-vis des collaborateurs, voire même au niveau des clients, des problèmes de discrimination malheureusement entre hommes et femmes sur certains postes à pouvoir, discrimination aussi vis-à-vis de moi, délégué syndical, discrimination aussi au niveau de la rémunération, puisqu'il y a des collègues qui ont depuis plus de 15 ans ont l'occasion de remplacer des responsables d'exploitation sur des postes et qui n'ont jamais été payés au même taux horaire que les responsables d'exploitation. Nous ne sommes pas d'accord sur l'augmentation du point. Nous avons proposé à la délégation de faire une augmentation de 1,5%. Eux exigent une augmentation de 2,5%. Et c'est un vrai point de blocage parce qu'à chaque fois, la délégation met des pressions en disant « Ok, nous allons faire grève pour que la direction cède ». Et c'est la première fois que nous disons « Non, ce n'est pas possible ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires à Madiana sont très confortables et il y a beaucoup d'avantages acquis. Les salaires vont entre 1 950 € net et 4 000 € net, que ce soit pour le contrôle, la caisse, le service technique. Donc clairement, cette augmentation du point n'est pas possible à un montant supérieur de 1,5%. S'agissant de la majoration des dimanches, nous avons expliqué à la délégation que nous faisons 80% de notre chiffre le week-end et que ce n'est pas possible pour nous de majorer les dimanches. Eux nous disent qu'il y a une obligation légale de le faire. C'est faux. Il y a une dérogation de droit qui autorise les services culturels dans le secteur culturel à ne pas majorer les dimanches. Et ça paraît complètement normal parce que ce ne serait pas viable pour une entreprise de majorer alors que c'est le jour où elle fait tout son chiffre. Pour vous donner un exemple, aucun cinéma de France ne majore les dimanches. Voilà, et la grève se poursuit sur le complexe cinématographique. Retour sur la plage de Grand'Anse où un jeune gendarme en vacances a perdu la vie, percuté par une embarcation, c'était dimanche dernier. Comment plaisanciers et autres utilisateurs cohabitent dans le respect des règles de sécurité? C'est un reportage signé Anaïs Gall. Un dimanche radieux et pourtant une mer quasiment déserte. Avec l'arrivée de l'ouragan Maria, la plupart des plaisanciers ont quitté le mouillage, mais pour ceux qui restent, difficile d'oublier l'accident survenu il y a une semaine. Sébastien est ici en vacances, alerté par le drame, il préfère se méfier. Effectivement, ce matin, j'ai quand même vu un gars qui sortait son bateau du rivage, qui allait directement vers un autre bateau un peu plus gros. Il avait les rames plus le moteur. Il y avait des baigneurs, il a quand même utilisé le moteur. Suite à ce qui s'est produit, je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se faire aujourd'hui, par exemple. Regarde ça là-bas. Il y a moins de bateaux.
Gilles et Joanne sont des habitués de la plage de Grand'Anse. Si en général la cohabitation se passe bien entre nageurs et bateaux, certains comportements en bord de mer mettraient la sécurité des baigneurs en péril. Les bateaux se rapprochent, surtout en week-end comme ça, très près du rivage. Et il ne faut pas forcément attention à ce qu'ils font. Ça marche juste à peine 10-15 mètres du bord, ce qui n'est pas permis en temps normal, mais en même temps il n'y a pas de balisage de fait par la municipalité ni autre. Je trouve très triste l'accident qu'il y a eu, surtout que les pouvoirs publics ont déjà été alertés. Et ce que je trouve d'autant plus dommage, c'est que les plaisanciers généralement ne respectent pas les vacanciers. Quelquefois les scooters regardent avant de partir, mais les plaisanciers sont souvent alcoolisés, viennent faire la fête à 10 mètres du bord et souvent ils empêchent nous nageurs d'aller à plus de 10 mètres du bord. Donc non, il y a vraiment un problème entre les plaisanciers et les usagers de la plage. Cela fait 6 ans que François Voisin navigue tous les jours dans cette zone fréquentée. Grâce à son expérience, il sait comment repérer les dangers. Il y a un grand risque d'avoir des baigneurs ou même des gens qui font du sous l'eau. Et parfois, il y en a qui arrivent à rester plus d'1 minute sous l'eau. Et si vous ne faites pas attention au moment où vous partez, forcément, vous allez droit vers l'accident. L'attitude à adopter, il faut aller doucement et faire attention à ce qu'il y a devant. Le décès du plongeur la semaine dernière rappelle à quel point l'accident peut être vite arrivé. Il est recommandé aux uns comme aux autres d'être très vigilants. Retour sur l'une des informations principales de ce journal, la Martinique placée en vigilance orange cyclonique. On va retrouver Christian Massip de Météo France pour faire un point sur la dernière évolution de cet ouragan. Il y a 2 éléments nouveaux. Maria, de tempête tropicale, est devenue ouragan de catégorie 1 cet après-midi. Et la chronologie s'accélère. Donc il y a des conséquences, bien entendu. C'est que le mauvais temps attendu pour la houle dès cette nuit donc, ne va pas changer, mais le vent et les pluies, l'impact va arriver plus tôt, c'est-à-dire dès demain matin. Donc pour les vents, on attend des vents toujours de 70 à 90 km/h en moyenne, avec des rafales à 120 km/h en moyenne sur toute la Martinique, avec au plus près du centre de l'ouragan qui va passer assez près donc, du nord Atlantique, là, des capacités à avoir des vents qui pourraient approcher 100 km/h en moyenne et des rafales vers 150 km/h. Comme vous le savez, quand on communique, on dit toujours la trajectoire la plus probable est avec des incertitudes. Bon, là, en fait, la partie un peu plus défavorable s'est produite cet après-midi, mais néanmoins, c'est compensé par une intensité un petit peu à la baisse, puisqu'on envisageait un ouragan de catégorie 2. Pour le moment, ce n'est pas pour le cas, pour la Martinique du moins. Ensuite, Maria va se renforcer en traversant l'arc antillais, donc il sera beaucoup plus fort quand il va passer au plus près de la Guadeloupe que lorsqu'il sera à proximité de la Martinique. Nous sommes à un niveau de vigilance orange. Donc ça, c'est la procédure de vigilance qui nous donne donc en fonction des impacts que je suis en train de décrire, et aussi du timing, c'est-à-dire qu'à moins de 24 heures du passage du centre à proximité du territoire, ou plus près du territoire, on met une vigilance de niveau orange. C'est beaucoup lié à la chronologie également, pas qu'à l'intensité de l'impact. Voilà pour ces dernières informations à retenir. Donc la Martinique placée en vigilance orange cyclonique à l'approche de l'ouragan Maria de catégorie 1. Et en conséquence, cette information des pompiers de Martinique, les équipes du SDIS mobilisées à Saint-Martin depuis le passage de l'ouragan Irma reviennent en urgence ici en Martinique. Les équipes ont pris l'avion direction la Martinique il y a quelques minutes. Vous voyez sur ces images. Écoutez les explications de Jean-Paul Levif, chef du détachement du SDIS Martinique qui était à Saint-Martin. On l'écoute. Un événement climatique imprévu est en train de menacer actuellement directement la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique. Donc il est important que nous disposions de nos forces vives en moyens humains et matériels pour pouvoir faire face à toute intervention suite au passage du cyclone. Et je vous rappelle cette information, les établissements scolaires fermés demain en raison de l'approche de cet ouragan Irma, et aussi des établissements qui seront fermés, notamment l'ouragan Maria en Martinique, et notamment cet ouragan qui va aussi frapper la Guadeloupe où les établissements seront également fermés.
L'actualité politique avec d'abord la rentrée du mouvement d'initiative populaire de Bruno Nestor Azero, le député du Nord, qui a démissionné, je vous rappelle, de son poste de maire de Sainte-Marie en raison de règles du non-cumul des mandats. Il a réuni ses troupes cet après-midi, au menu notamment les élections municipales de 2020. On l'écoute, il s'est exprimé au micro de Sandrine Claude. Nous sommes dans une période où il va falloir choisir des candidats pour les sénatoriales, donc on va évoquer ce sujet-là, même si le choix n'est pas tranché, mais on va en parler. Et puis surtout parler du fait que le maire ne soit plus maire, donc il y a un nouveau maire à Sainte-Marie, donc parler de la mission du député, et notamment je crois que nous sommes dans une actualité assez riche concernant les contrats aidés, donc porter l'information à nos nombreux militants et puis surtout se mettre en perspective pour les prochaines municipales de 2020, pour les communautés d'agglo et également pour la CTM, puisque je crois que le mouvement, le MIP aujourd'hui, fort de ces nombreux militants, a des envies, a des prétentions. Donc aujourd'hui nous allons débattre de tout cela et puis voir comment nous pouvons nous mettre en ordre de marche pour atteindre ces objectifs-là. Politique toujours, place à notre invité sénatorial. Et ce soir, nous recevons Georges Cléon, candidat soutenu par le MIM, adjoint au maire du Vauclin et conseiller territorial. Il sera ensemble avec nous dans quelques minutes pour 5 minutes d'entretien. Mais d'abord, son portrait signé Guillaume Bacoul. Dimanche, 9h. L'équipe de Georges Cléon peaufine le manifeste qui sera envoyé aux grands électeurs. Qu'il soit élu de la ville du Vauclin où il officie depuis 1995 ou militant, ici tout le monde est force de proposition. Il faut se voir, pourquoi ne pas le dire? Ex-conseiller général socialiste, conseiller territorial sur la liste Grand Semblé Pouba Pays en chance, à 67 ans et malgré une longue carrière politique, Georges Cléon accorde toujours beaucoup d'importance à ses conseils. Je ne suis pas un de ces élus avec de pouvoir qui jouent les coudes pour se mettre en avant. J'ai attendu qu'il y ait un certain consensus autour de mon nom pour pouvoir déposer, faire acte de candidature. J'explique aux grands électeurs qu'il y a 3 ans, le maire du Vauclin m'offrait le fauteuil sur un plateau d'argent, j'ai refusé. Beaucoup auraient sauté sur l'occasion. Moi, j'ai refusé parce que j'ai estimé que les circonstances n'étaient pas réunies. Ça, c'est mon trait de caractère. Ne pas s'imposer, jouer l'humilité. Et quand les choses doivent arriver, elles arrivent naturellement. Un esprit de loyauté loué par le leader du MIM, Alfred Marie-Jeanne, qui l'a publiquement adoubé pour ses sénatoriales, en compagnie de Marius Narciso. Un soutien tardif qui contraint Georges Cléon à un marathon à marche forcée auprès des grands électeurs. Pour les convaincre, celui qui est adjoint depuis 22 ans au Vauclin a une idée prépondérante. Le flétrissement des ressources des communes nécessite des solutions innovantes, mais aussi la coopération des parlementaires ultramarins, quelle que soit leur orientation politique. Ma première piste, c'est de travailler avec les élus ultramarins, déjà ceux de Martinique, tous les députés, tous les sénateurs de Martinique, pour que nous puissions ensemble frapper fort et pour parler d'une seule voix. Ça se passe en réunion, à l'île de la Réunion de manière tout à fait normale. Donc nous pouvons aussi arriver à avoir cette unité-là, non pas unité sur nos idées politiques, mais unité pour l'intérêt supérieur de la Martinique. Il y aura sûrement un groupe En Marche, il y aura sûrement un groupe socialiste. Je sais déjà que je ne serai pas au groupe En Marche au vu des coups qui sont portés déjà là, à peine quelques mois après l'élection du président. S'il n'a pas encore déterminé le choix de son groupe au Sénat en cas de victoire, celui qui fut conseiller général socialiste a d'ores et déjà écarté l'idée de se joindre au mouvement En Marche. Il sera alors temps de faire des choix. Si la fonction de premier adjoint n'est pas compatible à celle de sénateur et sera abandonnée, Georges Cléon pourra en revanche conserver, s'il le souhaite, son poste de conseiller territorial. Bonsoir Georges Cléon. Bonsoir, Monsieur Dabreux. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, candidat pour les élections sénatoriales qui vont se dérouler dimanche prochain. On est à une semaine de l'échéance. Comment se déroule votre campagne pour le moment? Alors bonsoir aussi aux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder. La campagne se passe
tout à fait normalement, sereinement. Elle est active et je suis satisfait du rythme et de l'accueil que me réservent les grands électeurs de Martinique. Alors vous êtes soutenu par le président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne, et soutien également du MIM. Est-ce que c'est un soutien qui vous permet de partir en tant que favori ? Pas du tout, ce serait présomptueux de le dire. C'est un soutien de poids. Le fait que les collègues de la CTM m'estiment, ils sont avec moi, me donne déjà une plateforme de lancement intéressante. Mais je compte surtout sur la force de conviction des grands électeurs que je visite tous les soirs dans un marathon que vous imaginez pour pouvoir vaincre dimanche prochain. Les idées que j'avance sont pour beaucoup innovantes, beaucoup imaginatives et j'espère que l'adhésion se fera autour de ces idées-là. Alors, au niveau du reportage, dans le portrait qu'on vient de voir, vous parlez de loyauté. Alors, c'est vrai qu'à la CTM, il y a une majorité quand même qui est issue de la majorité de l'exécutif. Il y a aussi beaucoup d'élus du MIM. Est-ce que vous êtes sûr de vos soutiens? Est-ce que vous ne craignez pas justement que ceux qui devraient vous soutenir ne soient pas loyaux envers vous? C'est un risque à prendre, mais d'après les contacts que j'ai avec les collègues, et je me base aussi sur ce qui s'est passé avant, parce que déjà, dès l'élection à la CTM, je suis à l'Assemblée, et mes collègues de la majorité ont accepté l'offre de Jean-Philippe Nilor de faire de moi son remplaçant, puisqu'il a été absent souvent, pour parler au nom du groupe à chaque grand débat budgétaire. Donc déjà, il y a ce consensus autour de mon nom, et j'espère que cela va continuer au niveau des sénatoriales. C'est en tout cas ce qu'ils me disent. Alors vous dites également que vous n'êtes pas une personne qui cherche à prendre la lumière dans les postes politiques. Vous avez notamment refusé de prendre la place du maire en 2014. Aujourd'hui, votre heure est venue, selon vous? Oui, enfin, il y a eu une fenêtre d'ouverte, mais plusieurs amis élus m'ont dit qu'ils me voyaient bien porter le flambeau cette fois-ci au sénatorial. Le président a accepté, le président de l'exécutif a accepté ma candidature. Les Jean-Philippe Nilor que j'ai aussi consulté, Claude Lise aussi que j'ai consulté, ne sont pas opposés à ce que j'aille au sénatorial. Donc, voilà, j'y suis. Alors, vous parlez également de rassembler au niveau des autres parlementaires outre-mer. Il faut d'abord rassembler ici en Martinique. Est-ce que vous allez, si vous êtes élu, dialoguer avec les autres députés, notamment le député Serge Tchimi? Absolument, absolument. Entre élus martiniquais, nous parlons tout à fait normalement en dehors des caméras, en dehors des jours de l'Assemblée. Nous sommes tout à fait cordiaux et on se parle, on échange. Mais la situation est tellement critique. La crise des employés aidés est une illustration, je crois, assez patente. La situation est tellement exceptionnelle que je crois que tout le monde sera obligé de faire, comme cela se fait à l'île de la Réunion, de se mettre ensemble, pas en gommant nos idéologies et nos positions personnelles de parti, mais faire front ensemble pour l'intérêt supérieur de la Martinique, dans la situation grave dans laquelle nous nous trouvons. Alors c'est un petit peu la philosophie du mouvement En Marche qui est actuellement au pouvoir avec le président Emmanuel Macron, cette espèce donc d'abaissement des frontières politiques, et vous l'avez dit, vous n'y participerez pas. Pourquoi? Il y a une différence. Chacun garde son identité dans le collectif que je propose, mais nous faisons front ensemble pour l'intérêt supérieur de la Martinique. C'est un peu ce qui s'est opéré pour le Grand Assemblée qui va payer en chance. Des partis différents, avec idéologies différentes, se sont mis ensemble ponctuellement pour la gestion d'une collectivité. Mais c'est à peu près à l'image de ce rassemblement-là que je souhaite que tous les parlementaires martiniquais se mettent ensemble pour aller frapper ensemble à la porte du gouvernement. Et si je peux être le catalyseur de ce mouvement-là, je vais le jouer, je vais jouer ce rôle très volontiers. Alors si vous êtes élu, quel sera votre dossier prioritaire pour la Martinique? Un sénateur, évidemment, ça représente les collectivités locales par rapport notamment aux grands électeurs. Quelles sont les priorités pour vous en Martinique?
La priorité, puisque le Sénat, c'est la Chambre qui représente les collectivités locales, je connais parfaitement les difficultés de toutes les communes de Martinique, et sûrement d'ailleurs, dans ce qui s'appelle l'outre-mer, la baisse drastique de nos moyens financiers. Depuis des années, et cela continue. Et si beaucoup de communes ont des difficultés pour investir, c'est parce que nos moyens diminuent comme une peau de chagrin. Donc, l'axe premier de mon action portera sur la recherche innovante de ressources nouvelles pour abonder les caisses des collectivités. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces Par exemple, ressources nouvelles? je propose aux grands électeurs de me rejoindre sur l'idée d'un prélèvement sur les sociétés de téléphonie, de télécommunications, téléphonie, Internet, qui font des bénéfices substantiels chez nous. Même un prélèvement minime sur leurs bénéfices pourra faire du bien aux finances de nos collectivités. Vous ne craignez pas que ça puisse être répercuté sur les consommateurs et finalement alourdir la facture téléphonique? C'est aux consommateurs d'être vigilants aussi pour ne pas se laisser faire. C'est un peu le mal chez nous. La deuxième piste que je vais explorer, c'est une idée ancienne, mais qui est toujours actuelle. Les jeux de hasard en Martinique font florès, fort engouement, fort bénéfice. Là aussi, un prélèvement. D'autres ont essayé. La situation actuelle est tellement paroxystique que je pense que là, nous avons une fenêtre, il faut y aller. Alors ça, ce sont évidemment des propositions de loi, mais à portée nationale. Est-ce que vous pensez, vous, avoir le réseau nécessaire pour faire évoluer vos idées au sein du Sénat et aussi de l'Assemblée nationale, puisque ce sera une loi, notamment ces taxes? Mais justement, ce sont des pistes nouvelles et je ne crois pas qu'il y aura un seul élu qui sera contre le principe d'abonder les finances des collectivités. Et c'est sur cela que je table aussi, que je compte à recueillir l'adhésion d'autres parlementaires, d'autres élus, non seulement de ce qui s'appelle l'outre-mer, ce qu'on appelle l'outre-mer, mais aussi, pourquoi pas, des régions aussi de France qui sont aussi en grande souffrance. Alors, dernière question, comment va se dérouler le reste de la campagne pour vous? Vous l'avez dit, vous passez la nuit chez les grands électeurs, entre guillemets. Est-ce que vous avez des meetings, des réunions qui sont prévues la semaine prochaine, dernière ligne droite avant l'élection? Tout à fait. Demain soir, plutôt, j'en ai 4, depuis 15h30 à Saint-Joseph jusqu'au dernier, je crois que c'est au Marin. Donc, 4 rendez-vous. Et chaque jour, c'est un peu comme ça. Nous traversons la Martinique de l'est à l'est, du nord au sud. Et c'est vraiment un marathon intéressant, palpitant d'échanger avec les grands électeurs, mais aussi fatigant. Merci beaucoup, Georges Cléant. Je rappelle que vous êtes candidat aux élections sénatoriales et que vous êtes soutenu par le MIM. Merci, M. Daboué. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans le reste de l'actualité, les 34e journées européennes du patrimoine, c'était ce week-end. De nombreux sites ont accueilli le public. La distillerie JM, notamment, à Macoba, l'une des plus anciennes de la Martinique. Le reportage de Sandrine Claude qui a suivi une famille dans les allées de l'usine. On regarde. Nous voilà partis pour une chasse au trésor en famille dans les coulisses de la distillerie. Carte en main, les yeux rivés sur chaque recoin, très vite, les adultes se prennent au jeu. Finalement, c'est amusant et détendant, et même distrayant. Le bouton vert est là. À chaque indice trouvé, une énigme est à résoudre. Pour Valérie, c'est une façon de se cultiver autrement. C'est pas toujours évident d'amener des enfants tout petits comme ça sur une distillerie et puis qu'ils s'intéressent à la fabrication du rhum. Ils vont s'intéresser à la fabrication du Coca-Cola, mais pas du rhum. Donc voilà, oui, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très, très ludique. Et pour vous, mesdames? Après l'effort, place à la traditionnelle dégustation de rhum, à consommer bien sûr avec modération. D'un avis général, la visite du site séduit. C'est super intéressant, donc on découvre justement notre Martinique. On a été vraiment surprise de voir comment ça se fait, quand ça se passe au niveau de la fabrication du rhum, tout ce qu'ils proposent, les senteurs. On a été vraiment enrichis. Pour cause de travaux de rénovation, la distillerie JM n'avait pu l'an dernier participer aux Journées européennes du patrimoine. L'occasion était donc cette année donnée de faire découvrir ces nouveaux aménagements. Il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas ou qui connaissaient mais avant rénovation et qui redécouvrent un site avec de nouveaux enjeux et une nouvelle scénographie et beaucoup plus effectivement de compréhension quant à la production de rhum à la Martinique. Sur ces 2 jours, l'habitation a connu son plus fort taux de fréquentation lors des Journées européennes du patrimoine. Près de 1500 visiteurs ont fait le déplacement.
Restez avec nous à suivre dans votre journal les images de l'élection de Miss Beauté Noire. C'était hier soir et c'est la jeune Delia, 17 ans, qui est repartie avec la couronne. Nous reviendrons sur la nuit du rire, toujours hier soir à l'Atrium avec entre autres Caïman Frouche et Jean-Yves Rupert sur scène. Et puis votre sport week-end, le résumé du match RC Saint-Joseph face au RC Rivière-Pilote en football féminin. Delia, 17 ans, lycéenne en terminale S, élue hier soir Miss Beauté Noire Martinique à l'issue d'une soirée de gala haute en couleur. Le reportage de Johan Boulard. Il s'agit de la candidate 5 Delia, la Miss Beauté Noire. Des larmes, oui, mais celles du bonheur. Après plus de 4 heures de représentation et des mois de préparation, Delia, 17 ans, est sacrée Miss Beauté Noire. Toute la famille réunie, trop d'émotions en même temps qui surgissent. Ça fait plaisir en tout cas. C'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Le jour de mon anniversaire. Un peu plus tôt, rien ne peut laisser deviner qui remportera le concours. Alors, chacun y va de son pronostic. Non, sincèrement, elles sont toutes belles, elles sont toutes bien, elles sont toutes intelligentes et voilà, je suis pour la gagnante. Stressé, le père de Delia, lui, n'est pas très bavard. J'espère qu'elle va l'avoir. Et puis voilà. 10 candidates, 10 profils différents. Mais lors du passage en maillot de bain, Delia se fait remarquer et s'attire les faveurs du jury. Son thème, noir au naturel, séduit aussi. La présentation des tenues de soirée scelle définitivement sa victoire. Après 1 heure de délibération, les juges rendent leur verdict. On reçoit sur l'écharpe de la main de Coralie, notre Miss Beauté Noire. Si Delia a su toucher leur cœur, la grande gagnante de cette soirée reste bel et bien la beauté elle-même. La nuit du rire hier soir sur la scène de l'Atrium à Fort-de-France avec la troupe Caïman Frouche et Jean-Yves Rupert, extrait de cette soirée hilarante avec ses images et réactions recueillies par Johan Boulard. C'est voix de qui respire, mon passé bon, pendant mon passé, il a dépassé moi. C'est une salope, il va quand même se faire pour dire ça légal. Alors, les mots qui me disent que ça va faire là sans voix spéciale pour te se respect. Moi, je dis ça va faire pendant mon monter là, mon moto passer là, l'auto passer là. Je dis mais oui, mais ça va servir à ça là. Je préférais quand Jean-Yves Rupert est passé, voilà. Et voilà, on a bien rigolé, c'est tout. J'ai apprécié. Jean-Yves Rupert, il a parlé des problèmes de transport et c'est vraiment la réalité. La vie de tous les jours, hein, la vie, surtout ce que nous on vit en Martinique avec toutes nos options de nouvelles technologies qui ont du mal à démarrer un peu. On parle de tout, on parle de tout. Si maman, si maman. Il a tous les mots. Michel, c'est bon. Oui, bah. Non, mais moi, je suis un professionnel. Observer au moment, et puis on dit, je veux loin dans tes yeux. Je veux loin dans tes yeux. Je veux loin dans tes yeux. Voilà pour cette page culture, on passe au sport. Et on commence avec du football féminin et le trophée Henri Jumentier qui a opposé hier soir le RC Saint-Joseph au RC Rivière-Pilote. Victoire Joséphine 5-0 avec un triplé de Prisca Carin. Résumé du match avec José Le Chertier. Très vite et sans surprise, les Joséphines en blanc prennent la mesure de leur adversaire. Prisca Carin inscrit le premier but pour ses couleurs.
Marjolaine Lery lui emboîte le pas. Le RC Saint-Joseph mène 2-0. Du côté pilotain, on tente de réagir. Suzy Pompière centre en direction de Lydie Lagrand, mais elle ne concrétise pas. Marjolaine Lery met tout le monde d'accord avec ce troisième but. À la pause, le score est de 2-0 pour le RC Saint-Joseph. Au retour des vestiaires, Prisca Carin, sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse la saison dernière, confirme. Sur cette attaque de Marjolaine, pour cette faute, l'arbitre désigne le point de pénalty. Il est transformé par Prisca Carin. L'attaquante Joséphine réalise un triplé et le RC Saint-Joseph s'impose sur le score de 5-0. On gagne 5-0. La mission est remplie, toujours la quête de trophée et puis je pense que cette année, il va falloir qu'on compte sur le RC Saint-Joseph. L'année dernière, je suis sortie meilleure buteuse, meilleure joueuse. Pareil, cette année, je vais faire encore mieux. Même s'il y a des jeunes qui viennent d'intégrer l'équipe cette année, elles ont envie, donc c'est un collectif, on va travailler ensemble et j'espère de mon côté faire gagner des trophées individuels. Nous avons une équipe jeune, Romania à 90% et elles nous ont fourni une belle prestation. On a été satisfaits, donc l'essentiel c'est qu'on va travailler en conséquence pour se mettre au niveau des autres et puis on verra par la suite. Un premier trophée qui en appelle d'autres pour les Joséphines. Côté pilotine, il faudra encore travailler si elles entendent contester la suprématie de leur adversaire. Voilà pour le trophée Henri Jumontier qui a ouvert la saison au football féminin en Martinique. On passe au reste de l'actualité sportive avec le résumé signé José Lechertier. En football, fin hier soir de la deuxième journée du championnat du Régional 1, le club colonial a battu l'Essor 2-0. Le Racing, lui, a atomisé le promu franciscain 7-0 face à la JS Eucalyptus. Au classement, le Golden Lion est leader avec 2 points d'avance sur le club franciscain, le Golden Star et le club colonial. En bas de tableau, la Samaritaine, l'Émulation et la JS Eucalyptus ferment la marche. Dans le cadre de la signature d'un partenariat entre le Golden Lion Football et le Stade Rennais en juin dernier, 6 entraîneurs du Golden Lion des sections U15 à U17 sont partis hier soir pour une semaine de formation à Rennes. C'est une convention qui doit nous permettre justement de pouvoir découvrir comment ça se passe au niveau du centre de formation du Stade Rennais pour pouvoir former justement et donner les bases qu'il faudra à nos jeunes. Puisque le but ultime, c'est de préparer nos jeunes pour que au prochain retour justement des recruteurs de Rennes, que 1, 2, 3 soient justement repérés et que par rapport à ça, ils aient plus de facilité pour pouvoir intégrer le Stade Rennais s'il y a une intégration. En course à pied, la 4e édition du Trail d'Ouvangeau organisée par l'Association martiniquaise des coureurs de fond s'est déroulée ce matin à la poterie des Trois-Îlets. Un peu plus de 400 participants y ont pris part. Au menu de parcours, 11 ou 17 km, ce trail marque l'ouverture du challenge Défi des Mornes qui en compte 12. Sur le grand parcours, c'est Louis-Michel Abator de l'Aiglon qui s'impose en 1h22. Chez les femmes, Elisabeth Roblic du club Tchimberet gagne en 1h38. Sur le petit parcours, Manuel Desagettes franchit la ligne d'arrivée en 58 minutes et 34 secondes. Chez les femmes, Anne Aurette, première dame, en 1h04. Le prochain rendez-vous trail est prévu en octobre avec le Woulib. En handball, clap de fin cet après-midi de la Coupe des As au féminin. L'USC Citron remporte la finale. Les Citronnaises ont battu le Réveil Sportif sur le score de 29-21. On a commencé à jouer samedi, plusieurs matchs, mais dans la chaleur. Je pense qu'il faut multiplier ce genre de tournoi parce que ça colle un peu aux finalités ultramarines. Je ne m'attendais pas à gagner ce tournoi. Enfin, on n'était pas venu pour ça. Mais en tout cas, on va l'utiliser pour pouvoir corriger un certain nombre de choses et puis planifier le travail. Mais en tout cas, nous fixons un seul et même objectif, c'est partir aux ultramarines. La rencontre masculine opposant l'Étoile de Gondo à l'USC Citron se déroule en ce moment au Palais des Sports de Trinité. Nous y reviendrons demain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce dimanche. Demain, nous reviendrons sur cette actualité dans la Recap Sport, dans votre journal. Et avant de refermer cette édition, un coup d'œil sur le planning du Don du Sang. Demain, vous avez rendez-vous à Rivière-Salée avec l'équipe de l'EFS sur la place de la mairie entre 8h et 13h pour vos dons du sang. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition locale et régionale. Restez avec nous à suivre l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Ils reviendront notamment sur la libération du journaliste Louis Bourreau. On se retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.